Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans un tout nouveau décor. Ça fait déjà un petit moment que j'avais vraiment envie de reprendre les histoires true crime. Il y en a déjà de disponibles sur ma chaîne. Cette fois-ci, on a vraiment mis le paquet. Ce sont des semaines et des semaines d'écriture, de recherche approfondie. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire à la fin de cette vidéo ce que vous en aurez pensé. Et puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Bonne vidéo à tous. Elles avaient 8 ans et elles regardaient passer les voitures. Elles avaient 17 et 19 ans et elles rentraient de soirée. Elle avait 12 ans, a pris son vélo et est partie à l'école. Elle avait 14 ans, elle sortait de la piscine. 6 jeunes filles qui n'atteindront jamais leur destination initiale, à savoir rentrer chez elles. Elles se retrouveront toutes au 128 route de Philippeville à Marcinelle, chez un dénommé Marc Dutroux. Marc Dutroux. Marc Dutroux. Marc Dutroux. Marc Dutroux. Julie, Mélissa, Anne et Effie, Sabine et Laetitia. Leurs visages ont été placardés dans toute la Belgique. Leur nom était sur toutes les lèvres, toujours associé au nom de l'innommable Marc Dutroux. Incarcéré depuis 25 ans pour séquestration, viol, assassinat et meurtre. Retour sur le pédocriminel qui a traumatisé un pays et même au-delà de ses frontières, mais aussi toute une génération. Le monstre belge fait encore parler de lui aujourd'hui, notamment avec une question qui glace le sang. Peut-il un jour être libéré ? Julie Lejeune et Mélissa Rousseau ont 8 ans. Elles sont amies et ont l'habitude de jouer ensemble. Ce qu'elles aiment, c'est faire coucou aux voitures depuis le pont qui domine l'autoroute juste en bas. En retour, elles reçoivent des appels de phare et des klaxons des automobilistes. Ce 24 juin 1995, elles sont chez Mélissa et ont l'autorisation de sa mère d'aller s'amuser sur le pont pendant 30 minutes. Ce jour-là, elles ne rentreront pas. Une camionnette s'arrêtera à leur hauteur et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elles sont enlevées, direction Charleroi. Les parents alertent immédiatement la gendarmerie, mais l'inquiétude des familles Lejeune et Rousseau est prise à la légère. Pour les gendarmes, il s'agit certainement d'une simple fugue. Les parents des fillettes ne croient pas à cette théorie. Ils ont beau insister, les petites n'ont aucune raison de fuguer. Les gendarmes n'iront pas plus loin. Le soir même, les familles Lejeune et Rousseau contactent l'association Marc et Corinne, spécialisée dans la recherche d'enfants disparus. Ils prennent très au sérieux leur inquiétude. Dès le lendemain, un avis de recherche est publié dans les journaux et 25 000 affichettes sont placardées sur tous les murs, les vitrines des magasins et les pare-brises des voitures. Les gendarmes ne se mobilisent pas beaucoup. Les familles et leurs proches organisent des battues, révèlent des plaques d'immatriculation. En 2 jours, c'est tout le pays qui connaît les visages de Julie et Mélissa. L'enquête est confiée à Martine Dutroux, juge d'instruction liégeoise. Ses rapports avec les parents des disparus sont tendus et pour cause. Ils ressentent que leurs filles ne sont pas sa priorité et affirment que la juge se comporte comme si elles étaient déjà mortes. Sauf que Julie et Mélissa sont bien vivantes, détenues dans des conditions inhumaines où elles subissent chaque jour l'inimaginable. Au bout de plusieurs semaines, les gendarmes ont enfin une piste. Un homme aurait été aperçu près du pont de l'autoroute. Un portrait robot est réalisé, puis diffusé. Malheureusement, il ne donne rien. Pour les familles Lejeune et Rousseau, il est temps de se tourner vers l'opinion publique et de se faire entendre. Le 13 septembre 1995, les parents de Julie et Mélissa passent à la télévision nationale dans l'émission Faits divers. Cette émission, présentée par Léon Michaud, est un véritable bouleversement. Les parents racontent à quel point ils se sentent délaissés par la justice. Ils n'ont par exemple pas accès aux détails du dossier. Et ils ont le sentiment qu'on ne cherche pas leur fille. Le père de Mélissa dira cette phrase déchirante. On a besoin de réponse, on a besoin de participer. Nous autres, c'est nos filles. C'est pas les filles à l'État, c'est pas les filles de l'instruction, c'est nos filles. Les relations entre la famille et la justice ne vont pas s'améliorer. Puisqu'ils travaillent avec les médias, ils n'auront jamais accès au dossier. Ils ne sauront pas non plus que la gendarmerie a déjà un suspect, Marc Dutroux.
À ce stade, cela fait maintenant 3 mois que les filles ont été enlevées. Tout le monde pense qu'elles sont décédées. Mais les parents, eux, sont sûrs qu'elles sont en vie, cachées quelque part et maltraitées. Ils le sauront bien plus tard, mais ils avaient raison. Les filles, de leur côté, ne sont plus seules dans la maison de l'horreur à Charleroi. Elles ignorent que 2 adolescentes y sont également séquestrées depuis le mois d'août 1995, soit 2 mois après leur enlèvement. Anne Marshall et Eefje Lambrechts sont en vacances avec des amis. Leurs premières vacances sans parents, car elles sont tout juste majeures. Anne a bientôt 18 ans et Eefje 19 ans. Avec 5 amis de leur groupe de théâtre, elles ont loué un bungalow au Marina Park de West End. Le soir du 22 août 1995, les 2 limbourgeoises prennent le tram pour assister à un spectacle d'hypnose. Elles montent sur scène et se font hypnotiser. Elles passent une très bonne soirée. La représentation se termine vers 23h30. Elles ratent le dernier tram de 23h44 qui devait les ramener à West End. Alors elles décident de prendre le dernier, dont le terminus est Ostende. Le conducteur du tram est formel. Anne et Eefje étaient bien à bord. Un autre témoin, un travailleur de nuit, affirme les avoir reconnus sur le quai à Ostende vers 1h20, au moment où il terminait son service. Et un troisième leur a même conseillé de prendre un taxi pour rejoindre West End. Enfin, un dernier témoin, un chauffeur de taxi, devant la gare d'Ostende, est le dernier à les avoir vues vivantes. Pour économiser de l'argent, elle décide de faire du stop sur la route menant à Middelkerk, à la sortie de la ville d'Ostende. C'est là qu'une Citroën CX grise les prend en charge. Le 23 août, à Ostende, les amis d'Anne et Eefje sont inquiets. Elles ne sont pas rentrées. Ils préviennent les parents qui signalent immédiatement la disparition de leur fille à la police de Hasselt. Les policiers leur rient et refusent de prendre la plainte. Pour eux, les 2 jeunes femmes doivent être en train de prendre du bon temps. Peu plausible selon leurs amis, car elles sont en couple. Et la police a répondu « Moi, je suis mariée ». Et il a ri comme ça. Et il voulait dire que c'est possible. Entre des gendarmes qui pensent que des fillettes de 8 ans peuvent fuguer et les policiers qui croient que les jeunes femmes batifolent, les familles inquiètes ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Comme les disparitions ont eu lieu à des kilomètres les unes des autres, les autorités ne font pas le rapprochement. Ce n'est que 15 jours plus tard qu'une enquête est ouverte et un juge d'instruction nommé. Mais c'est trop tard pour Anne et Eefje. Ils le sauront 1 an plus tard. 1 an, trop tard. Le 9 août 1996, Laetitia Delay, 14 ans, est à la piscine de Bertry avec des amis, sa sœur et le copain de celle-ci. Laetitia a quitté le groupe avant tout le monde. Elle n'habite pas loin de la piscine, donc elle peut facilement rentrer chez elle à pied. C'est alors qu'une camionnette s'arrête à son niveau et que le conducteur lui demande des informations sur un événement dans la ville. Elle a répondu que c'était les 24 heures de mobilette. L'homme semble ne pas comprendre ce qu'elle dit. Elle s'approche alors pour répéter et ni une ni deux, elle est embarquée. Ne voyant pas rentrer leur fille, les parents de Laetitia préviennent la gendarmerie. Immédiatement, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un enlèvement. Enfin, cette fois-ci, tout va très vite. Dès le lendemain de la disparition de Laetitia, le dossier est confié au procureur Bourlet et au juge Conroth de Neuchâteau. 2 nouvelles figures emblématiques de cette sombre affaire qui prennent très au sérieux cette disparition inquiétante. Tous les moyens sont déployés dans les plus brefs délais. Rien n'est laissé au hasard. Et ça paye. Après plusieurs battues et des investigations de voisinage, les enquêteurs récoltent un témoignage qui sera décisif. C'est un jeune homme d'une 20aine d'années qui explique se souvenir d'une camionnette blanche garée près du complexe sportif de Bertry avec un conducteur qui, selon lui, avait un drôle de comportement. Et là, incroyable, il donne les 3 premières lettres de la plaque d'immatriculation. Ces éléments permettent d'identifier un suspect qui vit à Charleroi. Il s'agit de Marc Dutroux. En regardant de plus près le profil de ce ferrailleur, les enquêteurs découvrent qu'il est loin d'avoir un casier vierge. Très loin. Marc Dutroux est né à Ixelles, en Belgique, le 6 novembre 1956, de l'union de 2 instituteurs rencontrés quelques mois plus tôt. Sa mère, Janine Lowens, affirme qu'il était un enfant non désiré. Quant à son père, Victor Dutroux, il n'est pas sûr qu'il soit son fils. Marc Dutroux décrit son père comme une personne volage et il lui prête de nombreux troubles psychiatriques. Victor Dutroux est issu d'une union consanguine et serait effectivement atteint de sérieux troubles mentaux qui lui auraient valu un assez long séjour en hôpital psychiatrique. Quant
à sa mère, il la qualifie de femme calculatrice, égoïste et sournoise. On sait aujourd'hui qu'elle ne le reconnaît plus comme étant son fils. Il est l'aîné d'une fratrie de 5, dont 3 frères et une sœur de même parents. Victor et Janine se séparent en 1972, l'un de ses frères se suicide en 1992. Marc Dutroux se fait renvoyer de plusieurs écoles pour problèmes de discipline. Il obtient malgré tout un diplôme d'électricien à Nivelles, mais il est à nouveau renvoyé de l'établissement pour vente de photos osées à un élève de l'internat. À sa majorité, il quitte le domicile familial pour un cote à Gosselies. Il devient ajusteur et se prostitue. Sa mère déclare: Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait être effectivement homosexuel. Même si jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'a jamais fait preuve d'une attirance particulière pour les femmes. Il donnait l'impression qu'il pensait qu'une femme était un objet que l'on couche sur un lit. Marc Dutroux adore le patinage sur glace. C'est à la patinoire de la Louvière qu'il rencontre Françoise Dubois, âgée de 17 ans et orpheline. Il l'épouse et a 2 enfants avec elle, 2 garçons. À noter que Marc Dutroux a toujours voulu être père d'une fille pour, je cite, pratiquer l'inceste pour l'initier à l'amour. Mais aucun de ses enfants ne sera victime de Marc Dutroux. En 1981, il rencontre Michèle Martin. Elle a 21 ans. Elle est institutrice. Il entame une relation avec elle en lui cachant sa situation maritale. De toute façon, son mariage prend fin en 1983 pour infidélité et violence sur conjoint. Marc Dutroux explique cette séparation. Je l'ai refilé à un ami parce qu'elle me convenait plus. Marc et Michèle peuvent vivre leur amour au grand jour à Charleroi et deviennent parents d'un garçon et de 2 filles. C'est là que Marc Dutroux trace son destin. Il vole d'abord tout et n'importe quoi. Il rackette des personnes âgées, dont sa propre grand-mère. Il se rend en Europe centrale, d'où il ramène de très jeunes filles qu'il séquestre et viole, parfois en présence de Michèle Martin. Aujourd'hui encore, nous n'avons aucune idée de ce que sont devenues ces pauvres femmes. Le 4 février 1986, les tourtereaux sont emprisonnés pour des faits d'enlèvement, de séquestration et de viol sur mineurs de moins de 16 ans. Des crimes commis entre 1983 et 1985. 5 victimes dans cette période. Michèle Martin est libérée en avril 1986. Marc Dutroux, lui, reste en prison. Le 16 décembre 1988, Marc et Michèle se disent oui, alors que Marc est incarcéré pour recel à la prison de Jamioul. Michèle Martin est libérée en avril 1991. En avril 1992, Marc Dutroux, bien que le procureur et les psychiatres s'y soient opposés, bénéficie d'une libération conditionnelle pour bonne conduite. Il aura fait 6 ans de prison sur 13. Mais en novembre de la même année, il récidive. Il est accusé d'attouchement sexuel sur des jeunes filles à la patinoire de Charleroi. La police l'interroge simplement avant de le relâcher, sans être inquiété. Le 6 décembre 1995, il est incarcéré à la prison de Jamioul à la suite d'un vol de camion raté et un différend avec 2 délinquants qu'il a séquestrés. Il sera relâché le 20 mars 1996 et on va y revenir car c'est un point très important. Avec un CV criminel pareil, les autorités appréhendent directement Marc Dutroux, sa femme Michèle Martin et un certain complice qui apparaît dans l'affaire. Michel Lelièvre. Ils perquisitionnent le 128, route de Philippeville. Ils trouvent la camionnette, font venir un chien qui détecte la présence de Laetitia dans celle-ci, mais aucune trace de la jeune fille. Pendant sa garde à vue, Marc Dutroux ne craque pas. Il n'a pas enlevé Laetitia. Il raconte volontiers qu'il était à Bertry le jour de l'enlèvement, qu'il a rencontré Laetitia et qu'elle est montée dans sa camionnette. Il invente que la jeune fille était en rupture avec sa famille, qu'elle n'allait pas très bien et qu'elle est montée dans la camionnette pour qu'il la console avant de la laisser repartir. Mensonge, bien évidemment. Changement de stratégie, c'est vers ce fameux Michel Lelièvre que la police va se tourner, car Michel, lui, il a un point faible, c'est un toxicomane et il commence à être en manque. Et l'effet du manque, ça délie les langues. Michel Lelièvre avoue l'enlèvement de Laetitia et balance Marc Dutroux. Au pied du mur, Marc Dutroux avoue et ses aveux sont pour le moins surprenants. Je vais vous donner 2 filles. Le 28 mai 1996, à Tournai, Sabine Dardenne, 12 ans, disparaît sur le chemin de l'école. Aucune trace, ni d'elle, ni de son vélo. Elle a emprunté le chemin habituel et en moins d'1 minute, elle s'est retrouvée dans une camionnette, direction Charleroi. Les gendarmes ont d'abord pensé à une fugue, mais ensuite, le téléphone familial sera mis sur écoute, dans l'attente qu'un corbeau appelle et réclame une rançon. Mais rien. La presse titre les résultats de l'enquête. Sabine introuvable, battue à Rumilly. Un hélicoptère pour retrouver Sabine, recherche vaine. Des affichettes recouvrent les murs des villes du pays. Des battues sont organisées partout,
sans relâche. On cherche Sabine pendant 80 jours. Sabine, séquestrée chez Marc Dutroux dans sa cage de 99 cm de large, 160 de hauteur et 2 mètres de long, écrit à ses parents, suppliant qu'ils viennent la chercher. Et comme aucune réponse n'arrive, elle se sent abandonnée et perd chaque jour un peu plus l'espoir de retrouver sa vie d'avant. Chaque jour, Marc Dutroux lui arrache ce qu'elle a d'innocence. Il détruit sa vie en passant par son corps d'enfant. Il la met sous emprise pour qu'elle transforme ses ignominies en banalité. Au 77e jour de captivité, Marc Dutroux lui ramène une copine, Laetitia Delay. Et c'est grâce à elle qu'elle va sortir de l'enfer. Je vais vous donner 2 filles. L'enquêteur est surpris. Il ne comprend pas pourquoi Marc parle de 2 filles alors qu'il ne cherche que Laetitia. Là, il croit comprendre. Il se retourne et fait face à l'affichette de recherche de Sabine. Il demande à Marc Dutroux s'il s'agit bien d'elle. Marc répond « oui ». Voilà qu'il coopère. Il va leur donner les clés de sa maison à Marcinelle et leur montrer lui-même comment les sortir de la cache. Marc Dutroux est ramené chez lui avec les gendarmes. Tous descendent à la cave. À première vue, il n'y a rien. Marc Dutroux se dirige vers une étagère métallique qui semble sortir du mur. Il débarrasse les packs d'eau, de bière, tout un tas de bouteilles. Puis, il empoigne l'étagère du bas, tire vers lui et soulève cette partie du mur. Il cale ensuite cette porte invisible de 200 kg avec un bloc de béton. Un passage minuscule permet de se faufiler derrière. Un système machiavélique qui lui aurait été soufflé par un co-détenu lors d'un de ses séjours en prison. Pratique pour éviter de se faire choper. Il dit « C'est moi, je vais entrer. » Comme si c'était un code. Il entre et elles sont là. Laetitia et Sabine, toutes les 2 terrifiées. Sabine, prise de panique, s'est mise à crier. « Je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. C'est qui tous ces gens? Vous êtes venus nous tuer, je ne veux pas sortir. » Et c'est Laetitia qui reconnaît l'un des policiers et qui a su convaincre rapidement Sabine de sortir. L'emprise est telle que les enquêteurs assistent à une scène ahurissante qui montre un syndrome de Stockholm. Les 2 filles demandent à Marc Dutroux si elles peuvent emporter des choses. Il leur accorde et elles le remercient en lui faisant une bise. Une preuve de l'emprise dramatique que le bourreau avait sur ses jeunes victimes. Puis elles sortent très vite, agrippées aux gendarmes et sous les yeux de toute la Belgique, qui retenait alors encore son souffle. Un vent de soulagement plane sur le pays. On brûle les affichettes de recherche, on célèbre le retour des filles et l'arrestation de leur bourreau. Plus jamais ça. Sauf que l'affaire Dutroux ne s'arrête pas là. Loin de là. Il a fallu 6 jours au procureur Bourlet et au juge Conrott pour retrouver Laetitia. Alors qu'il n'y a jamais eu de vraie enquête pour Julie, Mélissa, Anne et Eefje. Dans la camionnette, en route pour un long calvaire, Marc a tenté de droguer Sabine avec plusieurs médicaments, dont des somnifères et du Rohypnol. Un fort anxiolytique qui lui était prescrit, mais dont il ne se servait que pour les jeunes victimes. Mais Sabine ne les avale pas tous et reste consciente pendant tout le trajet qui l'emmène à la maison de l'horreur. Les 3 premiers jours, Sabine est nue, enchaînée à la gorge, à l'étage dans un lit superposé. Marc Dutroux lui explique qu'un chef en a après son père et que c'est pour ça qu'elle a été enlevée, qu'ils attendent la rançon de 3 millions de francs belges. Sans cet argent, elle mourra. Un récit si bien ficelé qu'il arrive à se faire passer pour le sauveur. Dutroux dit se prendre d'affection pour elle et comme ses parents ne veulent pas payer, eh bien, il doit la cacher et la faire passer pour morte, sinon elle sera tuée par le fameux chef. Le 3e jour, il la descend dans la cage de 3 mètres carrés, où elle a à sa disposition un seau d'hygiène, une télé, une Sega, avec un jeu, des packs d'eau et des boîtes de conserve. Marc insiste sur les vivres. Elles lui seront utiles car parfois il doit s'absenter et partir en mission. Interdiction de faire le moindre bruit, sinon le chef la tuera. Lorsqu'il entrera dans la cache, il dira « C'est moi », alors elle pourra enfin sortir. Sinon, elle ne doit pas faire de bruit, sous aucun prétexte. Et bien sûr, être gentille et obéissante avec lui. Sabine a ses affaires d'école, alors elle va tenir un journal tout au long de sa captivité. Des ronds pour signifier que Marc est venu. À côté, elle dessine des étoiles rouges. 1, 2 ou parfois 3 pour témoigner de l'intensité de la douleur ressentie. Et des croix pour les jours où elle est restée dans la cache lorsqu'il était en mission. C'est ce qu'elle expliquera plus tard aux enquêteurs. Dans son journal, on trouve aussi des notes sur le quotidien de ses parents. Anniversaire, jour de repos de sa mère infirmière et d'autres éléments. Cela lui permettra de garder un pied dans une réalité qui lui semble un peu plus loin
chaque jour. Le quotidien de Sabine est un calvaire et le mot est faible. Elle vit dans la crasse et la moisissure car l'hygiène de Marc Dutroux est inexistante. Elle le décrit comme un crasseux, sans parler des sévices sexuels qu'il lui inflige tous les jours. Il y a des nuits où elle devait dormir avec lui, dans son lit à l'étage. Il l'enchaînait à la cheville et la reliait à la sienne pour qu'elle ne tente pas de s'échapper. Il l'autorisait à écrire des lettres à ses parents et lui faisait croire qu'il leur donnerait et qu'il serait le messager secret entre eux. Bien sûr, il les gardait pour lui et racontait un discours ignoble pour qu'elle perde l'espoir de les revoir un jour. Au bout du 77e jour, elle voit arriver Laetitia, qui a subi le même rituel d'arrivée. Ce récit glaçant, Sabine le raconte aux enquêteurs et bien plus tard, dans un livre, j'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école. Tout ce qu'elle décrit, nous pouvons aisément l'imaginer également pour les autres victimes de Marc Dutroux. La colère des Belges gronde en apprenant ce qu'il a fait subir aux deux captives. Sous la pression des policiers, Marc Dutroux révèle que Julie, Mélissa, Anne et Eefje, c'est lui aussi. La captivité de Julie et Mélissa ressemblait à celle de Sabine et Laetitia. Sauf que le 6 décembre 1995, souvenez-vous, j'ai mentionné qu'il avait été emprisonné et relâché seulement le 20 mars 1996. Pendant tout ce temps, près de 4 mois, les filles étaient dans la cache, sans eau ni nourriture. Michel Martin, la compagne de Dutroux, qui savait qu'elles étaient là, n'a rien dit et n'a rien fait. Elle aurait pu les libérer, ou au moins s'occuper d'elles. Sa seule excuse était qu'elle avait peur. À son retour chez lui, Marc Dutroux les retrouve agonisantes. Malgré ses maigres tentatives pour les sauver, les fillettes meurent de faim 4 jours plus tard. Il est alors allé les enterrer à 3 mètres de profondeur dans le jardin de son autre maison à Sarre-la-Buissière. Les corps de Julie et Mélissa seront exhumés de ce jardin après les aveux et sous les indications de Marc Dutroux. On trouve également le corps de Bernard Weinstein, qui n'est nul autre que celui qui a aidé à enlever Julie et Mélissa. Dutroux l'a éliminé après le vol raté et la fameuse séquestration qui va lui coûter la prison et la mort des fillettes. Il avait peur qu'il le trahisse, alors pour être sûr qu'il se taise à jamais, il l'a sédaté avec des barbituriques et l'a enterré vivant dans la cour de la maison à Sarre-la-Buissière. Je vous ai aussi mentionné qu'à un moment, elle n'était pas seule à être séquestrée dans la maison de l'horreur. Dans la Citroën CX grise qui a pris en stop Anne et Eefje à la sortie d'Ostende, c'était Marc Dutroux et son complice Michel Lelièvre. Il les a retenues captives dans la chambre en haut, dans les lits superposés. 4 filles en otage en même temps. Seulement, pour Anne et Eefje, le baratin qu'il a l'habitude de servir ne prend pas. Elle ne parle pas français et il ne parle pas néerlandais. Les jeunes filles sont enfermées à l'étage, nues, pour les dissuader de s'enfuir si elles en avaient l'occasion. Lors de son audition le 20 août 1996, Marc Dutroux explique. Car en plus des 4 captives, dans la maison de l'horreur résidaient Michel Martin et leurs 3 enfants. Il fallait faire en sorte que ceux-ci ne croisent jamais aucune fille. L'occasion de s'enfuir s'est présentée pour Anne et Eefje. Ayant retrouvé ses vêtements, Eefje aurait tenté de s'enfuir le 25 août 1995, soit 2 jours après son enlèvement. Mais Marc Dutroux l'a vue et l'a rattrapée. Alors les filles se retrouvent enchaînées au montant des lits superposés. Elles étaient détachées uniquement pour effectuer des tâches ménagères, ordonnées par Marc Dutroux. L'accusé confirmera également avoir abusé d'elle. Michel Lelièvre confirme également, puisqu'il a été témoin de plusieurs choses concernant ses filles. Au bout d'environ 14 jours de captivité, Marc Dutroux, dépassé par ses otages à gérer, décide de se débarrasser d'Anne et Eefje. Il les amènera à son ami Bernard Weinstein, à qui elles étaient réservées, selon ses dires. Michel Martin témoigne des derniers instants d'Anne et Eefje le 2 septembre 1996. Elle raconte alors aux enquêteurs. C'est à mon avis peu de temps après la rentrée des classes en septembre 1995 que j'ai appris de Marc qu'il ne souhaitait pas garder les 2 grandes filles à la maison. Toujours en septembre 1995, un soir, Marc m'a dit que les 2 jeunes filles étaient mortes. Marc Dutroux aurait dit à Anne et Eefje qu'il allait les ramener chez leurs parents car ils auraient payé la rançon. Les filles auraient pris les drogues d'elles-mêmes et se seraient laissées guider. Il les a conduits au 63 rue d'Aubresse, à Lumet, chez Bernard Weinstein, qui était alors encore vivant et complice, et les aurait droguées à nouveau pour les tuer. Il a placé les filles dans des trous prévus pour elles et les a enterrées vivantes. Sous les indications de Marc Dutroux, les enquêteurs se rendent sur place et creusent. Et là encore, ils trouvent les corps. Les médecins légistes déterminent les causes de leur mort. La suffocation. Un sac en plastique recouvrait la tête d'Anne, son visage était bâillonné d'une bande adhésive grise et un emballage de Rohypnol a été retrouvé dans son pharynx. La maigreur extrême des filles conclut qu'elles étaient en grave carence alimentaire suite à une privation d'aliments pendant la séquestration. L'horreur absolue.
Cette affaire et son dénouement laissent tout le pays en état de choc et de colère. Une colère tournée vers Marc Dutroux, bien sûr, mais également contre la justice. Le 22 août 1996, à Liège, la télévision organise les funérailles de Julie et Mélissa, qui sont retransmises en direct. Les Belges se recueillent derrière les parents des fillettes. Le temps est suspendu pendant 1 minute de silence. La Belgique en apprend plus sur Marc Dutroux, et notamment sur son passé criminel. Parmi les victimes des années 1980, il y a Céline, la plus âgée. Elle avait 19 ans. La plus jeune s'appelle Laurence, elle a 11 ans au moment des faits. Déjà à l'époque, il a une technique. Pour Laurence, par exemple, elle sortait de la piscine. Dutroux, accompagné d'un complice, l'a repérée. Il suit la jeune femme en voiture. Arrivé à sa hauteur, il l'enlève et lui colle du sparadrap sur les yeux. Il abuse d'elle dans un garage désaffecté et l'oblige à poser pour des photos pornographiques. On sait qu'il prenait également Sabine en photo et probablement les autres jeunes filles qu'il a enlevées. Après l'agression, il hésite à les tuer. Son souci, c'est qu'elle pourrait avoir reconnu des détails qui le feraient prendre. Finalement, il ne la tue pas, mais l'abandonne à côté de l'endroit où elle a été enlevée. Puis il recommence avec d'autres. Son complice le dénonce. Marc Dutroux nie les faits. Il est condamné à 13 ans de prison. C'est la peine maximum pour ce type de délit. Pendant sa détention, il écrit des lettres au juge dans lesquelles il se victimise. Au bout de 6 ans, comme on l'a vu, il est libéré contre l'avis des psychiatres et du procureur pour bonne conduite. Une aberration. Dans cette condamnation, Dutroux retient la leçon. Il ne faut jamais relâcher ses victimes. Il ne faut jamais laisser les victimes vivantes. À partir de là, Marc Dutroux aménage des caves dans toutes ses maisons. Il paraît même qu'il se vante ici et là que c'est pour y séquestrer des enfants. Les autorités s'en inquiètent, l'interrogent et à nouveau, le laissent à ses occupations. Ces révélations font l'effet d'une bombe, mais il y en a une qui fait exploser ce pays, complètement traumatisé par les faits. Après l'enlèvement de Julie et Mélissa, les gendarmes étaient déjà sur la piste de Dutroux. Elles auraient pu être sauvées. À l'époque, les enquêteurs cherchaient du côté de Grasse-Logne, mais leur collègue de Charleroi leur envoie le profil de Marc Dutroux. Ils mentionnent les condamnations, l'aménagement de la cave, les rumeurs comme quoi ce serait pour y séquestrer des enfants. Tout le dossier de cet homme est entre leurs mains. Les gendarmes de Grasse-Logne reçoivent le témoignage d'un homme, Claude Thiraud, qui déclare que Marc Dutroux lui aurait demandé de l'aider à enlever des enfants contre 150 000 francs belges, environ 4 000 €. Il a refusé et il est allé le dénoncer. Mais rien, les enquêteurs ne font rien, ils ne le prennent pas au sérieux. Avec ces informations, ils auraient pu intervenir et libérer Julie et Mélissa 1 mois et demi après leur enlèvement. Au lieu de ça, ils ont gardé le secret et n'ont absolument pas agi. Il faut comprendre qu'à cette époque, la gendarmerie et la police ne collaborent absolument pas. La gendarmerie cherche à se mettre en valeur et Dutroux, pour eux, c'est l'aubaine. Le coincer avant la police, ça pourrait redorer leur image et leur attirer tous les mérites. Alors c'est dans le plus grand secret qu'ils lancent l'opération Othello. Ils vont délocaliser l'enquête à Charleroi sans être couverts par un juge d'instruction, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun mandat officiel. Ils ne peuvent ni perquisitionner, ni mettre sur écoute, ni saisir quoi que ce soit, et encore moins interpeller. Les gendarmes surveillent la maison route de Philippeville, ils observent les va-et-vient de Marc Dutroux, ils constatent que Marc Dutroux sort plutôt la nuit, pourtant ils ne le surveillent que de jour. Ça n'a pas de sens. Forcément, après plusieurs jours, ils n'ont rien remarqué. Pourtant, Julie et Mélissa sont sous leur nez et vivantes. Le 6 décembre 1995, Marc Dutroux est arrêté pour recel de camion et séquestration. C'est leur chance. Ils profitent de cette incarcération pour faire une perquisition. Le 12 décembre 1995, Marcinelle est fouillé. Dans la cave, il ne remarque rien. Une semaine plus tard, nouvelle perquisition. L'adjudant-chef Michaud entend des voix, des murmures d'enfants. Le mystère reste entier. On sait que l'adjudant a dit « taisez-vous ». À qui? À quoi? On ne sait pas. Soit il aurait pensé que ces murmures provenaient de l'extérieur, soit il aurait compris qu'elles étaient là. Comme il agit sans réelle autorisation de recherche de disparition d'enfants, mais uniquement au motif de vol potentiel, il sait qu'il n'obtiendra pas le droit de casser le mur pour les sortir de là. Une situation qui est complètement lunaire. On ne comprend pas bien son attitude, mais le fait est qu'il ne fait rien. Pourtant, il trouve des choses dans la maison. Un instrument de gynécologie, du chloroforme, une cassette vidéo d'un reportage sur la disparition de Julie et Mélissa. Aucune de ces informations ne sont communiquées à la juge d'instruction, Martine Dutroux. Le 25 juin 1996, l'opération Othello est suspendue pour absence de nouvelles informations et indices matériels. C'est un véritable scandale. Les
Les parents de Julie et Mélissa avaient donc raison depuis l'enlèvement de leur fille. Ils avaient la certitude que c'était un kidnapping et non une fugue. L'intuition qu'elles étaient séquestrées et maltraitées et la conviction que les gendarmes et l'instruction leur cachaient quelque chose. L'opinion publique conclut alors que les gendarmes, par leur inconséquence, ont laissé mourir des petites filles. Malgré toutes les informations qu'ils avaient à disposition moins de 2 mois après la disparition de Julie et Mélissa. C'était l'occasion rêvée de les sauver et d'arrêter enfin Marc Dutroux. Au lieu de ça, ils ont tourné en rond et ce n'est qu'1 an plus tard, quand ils retrouvent Sabine et Laetitia au bout de la 6e victime, que ce terrible dénouement est révélé. Il y a des explications, aucune excuse, mais des explications. D'abord, les dysfonctionnements dans la gendarmerie à l'époque. La rivalité avec la police aurait dû les stimuler pour résoudre cette affaire. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Les gendarmes ont toujours voulu garder leur avantage pour faire de l'ombre à la police. La population se pose les questions suivantes. Et s'il y a eu une pression politique pour freiner l'enquête? Quand on est face à autant de trafic dans une seule affaire, trafic d'êtres humains, de voitures, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, on peut se demander si Marc Dutroux était vraiment seul dans cette affaire. Y a-t-il une organisation derrière? Un réseau pédophile peut-être? C'est tellement monstrueux qu'on a du mal à imaginer qu'un homme seul ait pu faire tout ça. Il doit y avoir une organisation derrière. Il faut comprendre qu'à ce stade de l'affaire, les informations, les vraies, ne circulent quasiment plus. C'est tellement énorme que c'est profil bas pour tout le monde. Mais le manque d'informations entraîne la rumeur, ainsi que des théories complotistes. Et on refait l'histoire avec beaucoup de si. 4 jours après l'arrestation de Dutroux, un dénommé Michel Nioul, un Bruxellois de 54 ans, est arrêté. La police relève qu'il a eu de nombreux échanges téléphoniques avec Marc Dutroux avant et après l'enlèvement de Laetitia. Lors de son interrogation, Michel Nioul reconnaît qu'il a rencontré Dutroux par l'intermédiaire de Michel Lelièvre, mais il a déclaré que Marc Dutroux devait réparer sa voiture. On pourrait le croire si Michel Nioul, au regard de l'opinion publique, n'avait pas autant la tête de l'emploi. Au-delà du délit de sale gueule qu'on lui prête, Nioul a déjà été condamné pour escroquerie 20 ans plus tôt en France. Mais il a aussi une réputation pour le moins sulfureuse. Comprenez qu'il fréquente des politiques, des financiers, dans le cadre de partouzes. Ces partouzes, il les organise dans un café dont il est le propriétaire depuis 1982, mais aussi dans un château aux environs de Bruxelles. Avec ces éléments, le raccourci est vite fait. Nioul pourrait être le chef d'un réseau pédophile alimenté par Marc Dutroux. Serait-ce donc lui, le fameux chef dont il parlait à ces jeunes victimes? Est-ce à cause d'une de ses protections que l'enquête a autant piétiné? Plusieurs jeunes femmes vont témoigner sous X d'abus subis dans un réseau. Cette piste ne mènera malheureusement nulle part, car il semblerait que ces malheureuses n'aient pas croisé la route de Marc Dutroux ou de Michel Nioul, mais d'autres monstres. À chaque jour, sa révélation. Et le 14 octobre 1996, c'est un énorme rebondissement. Le juge Conrot, héros du pays qui a fait libérer Sabine et Laetitia et arrêter Marc Dutroux, est dessaisi de l'enquête. Après la libération de Sabine et Laetitia, une photo est publiée dans le journal local L'Avenir. On le voit accompagné du procureur Bourlet, attablé et souriant avec les familles de Sabine et Laetitia. Ils célébraient leur libération autour d'un plat de spaghettis. Et les profits de ce dîner étaient destinés à financer la défense des parties civiles. Ça pose le problème de l'impartialité et de la neutralité que l'on attend d'un juge pour le procès à venir. Ça n'échappe pas à l'avocat de Marc Dutroux, maître Julien Pierre. Les avocats des inquiétés, Dutroux et Nioul, font une requête en suspicion légitime. Pour eux, le juge d'instruction Conrot n'a plus la distance requise pour cette enquête. La Cour de cassation rend son verdict et souffle un vent de révolte avec lui. Les parents de Julie et Mélissa et ceux d'Anne et Efie sont présents. Cette décision ravive chez eux l'émotion et attise la haine. Selon eux, la justice est soit incompétente, soit corrompue. Rien ne ramènera leur fille. Jamais. Mais un procès aurait pu amener un semblant de réponse et de paix. Pour eux, perdre le juge Conrot, c'est perdre un allié. Il a été le seul à les considérer et à prendre correctement les choses en main. Les Belges en colère s'amassent devant le palais de justice et crient leur haine contre une justice qui, pour eux, vient de se rendre complice des crimes commis. Une vague de manifestations en soutien aux juges envahit la Belgique, accompagnée de mouvements de grève importants. Les pompiers envoient un message fort, ils arrosent le palais de justice, comme pour nettoyer celle à laquelle ils ne croient plus. C'est plus de 300 000 personnes qui manifestent leur désir de justice. C'est la plus grande manifestation populaire en Belgique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le slogan de cette marche, plus jamais ça.
300 000 personnes autour des parents des victimes qui scandent des mots doux et de soutien. C'est le pays tout entier qui porte haut les familles des victimes. Les victimes elles-mêmes qui sont trop souvent oubliées dans ce genre d'affaires. Comme pour crier, n'oubliez pas que vous leur devez justice, à défaut de pouvoir leur donner réparation pour vos erreurs, pour le drame. Sabine et Laetitia étaient présentes également. Dans son livre, Sabine raconte que ce fut un moment très difficile pour elle. Elle manquait d'air, elle se sentait oppressée par tous ces gens qui voulaient la gripper ou la dévisageaient. La place du rescapé d'un drame n'est pas facile à porter. Le gouvernement réagit dès le lendemain en créant une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur le travail de la justice et de la gendarmerie dans l'affaire Dutroux. Bonne nouvelle, les familles sont enfin placées au cœur des débats. Ils ne sont plus spectateurs mais bien acteurs de l'affaire. Une grande première. Et comme beaucoup de premières, c'est retransmis en direct à la télévision belge. Le public est très investi. Tout le monde veut comprendre et veut des réponses. Pourquoi Dutroux n'a pas été arrêté plus tôt? Pourquoi les filles n'ont pas été sauvées? Chacun est mis face à ses responsabilités. Pourtant, aucune révélation n'est faite sur d'éventuelles protections ou complots. Où donc se cache la vérité? Seul Dutroux la connaît. Le 23 avril 1998, des éditions spéciales affluent sur toutes les chaînes de télé et de radio. Marc Dutroux s'est évadé. Depuis un mois, tous les jours, Marc Dutroux était escorté au palais de justice. Il a demandé à consulter son dossier sur les vols de voitures, c'est son droit. Les gendarmes qui l'encadrent et le surveillent ignorent qu'il ne consulte rien du tout. En fait, il l'observe et il attend le bon moment. C'est ce 23 avril que l'opportunité se présente. Il n'est pas menotté, donc libre de ses mouvements. Il assomme un gendarme, prend l'arme d'un autre et menace tous ceux qui le freineraient dans sa course vers la sortie. Il dévale les rues de Neuchâteau sous les yeux ahuris des passants et avec les gendarmes à ses trousses. Un homme le voit courir depuis sa fenêtre et n'écoutant que son instinct, il sort de chez lui et se lance à sa poursuite. Il le coince dans une impasse. Marc Dutroux le braque. L'homme laisse tomber car il a peur pour sa vie. Dutroux reprend sa cavale, vole une voiture et disparaît. Tout est déployé pour le retrouver, dans les plus brefs délais. Le pays retient son souffle. Comment est-ce possible? Il est censé être le monstre le mieux surveillé de Belgique et il est parvenu à s'enfuir. C'est insensé, c'est un véritable cauchemar. Le pire scénario qui puisse arriver, c'est qu'il soit abattu pendant sa cavale et qu'il se taise à jamais. Il faut le retrouver et surtout, il faut le ramener en vie. Mais il y a plus surprenant encore. L'avocat de Marc Dutroux reçoit un appel des gendarmes. Il l'informe que l'arme qu'il a volée n'est pas chargée. Son propriétaire a tout simplement oublié de recharger son arme après son entraînement. Alors, tant mieux, parce qu'il ne représente donc aucun danger pour les personnes à l'extérieur, mais cela signifie quand même qu'il était gardé par un gendarme complètement désarmé. Dutroux, de son côté, s'est embourbé avec la voiture qu'il a volée dans un bois. Il tente de s'échapper, mais il s'est perdu. Il est repéré par un garde forestier, les gendarmes viennent le cueillir, il n'émet alors aucune résistance. Sa cavale aura duré 3h30. Le soir même, les ministres de l'Intérieur et de la Justice démissionnent. Dutroux est placé en prison, et cette fois-ci, bien surveillé. Le pays se sent véritablement humilié. Sur le banc des accusés, Marc Dutroux, Michel Martin, Michel Lelièvre et Michel Nioul. Marc Dutroux rejette volontiers la faute sur feu Bernard Weinstein, sur sa femme, sur Lelièvre ou sur Nioul. C'est tout le monde sauf lui. Lui, il n'y est pour rien, il n'a rien fait, rien commandité, tué personne. Il n'est qu'un simple petit maillon dans la chaîne d'un grand réseau pédophile. Seulement pour les jurés et les enquêteurs, ces versions ne tiennent pas la route. Ils ont en leur possession une des lettres de Sabine qu'il a oublié de détruire et qu'il n'a même pas lue. Cette lettre contient les horreurs qu'il lui faisait subir et en détail. La lettre est lue pendant l'audience, l'émotion est vive bien sûr, des horreurs pareilles de la plume d'une enfant de 12 ans, c'est indescriptible. Sabine, captive de Dutroux pendant 80 jours et rescapée de la maison de l'horreur, affirme qu'elle n'a jamais vu personne d'autre que Marc Dutroux. Michel Lelièvre a participé à son enlèvement, il lui a confirmé cette histoire de chef, mais elle ne l'a jamais revu. Il n'y a jamais eu personne d'autre que Marc Dutroux dans cette maison avec elle, jusqu'à l'arrivée de Laetitia. Ce témoignage écarte encore plus la thèse du réseau pédophile. Dans son livre, elle écrit « Cette histoire de chef n'était destinée qu'à me faire peur, à me faire admettre qu'il était lui, Dutroux, mon sauveur, afin de m'avoir entièrement sous sa domination par la peur. J'allais mourir si je refusais d'être abusée. J'allais mourir si je faisais du bruit. J'étais en sursis permanent. » Dutroux a joué le rôle du bourreau sauveur. En leur faisant peur, il a exercé une emprise diabolique. Elle vivait l'enfer, mais elle n'était pas morte. Lors de la confrontation avec Sabine, Marc Dutroux a baissé les yeux
et ne les a pas relevés. Quant à Michel Martin, l'ex-femme depuis 2003 et grande complice des crimes de Marc Dutroux, elle avoue être au courant des enlèvements et des abus, mais reconnaît qu'elle ne l'a pas dénoncé car elle était trop soumise. Selon elle, il était responsable des enlèvements avec la complicité de Lelièvre. Elle dit qu'il a tué Weinstein, Anne et Eefje. Enfin, elle reconnaîtra avoir eu peur de descendre dans la cache pour apporter de la nourriture à Julie et Mélissa. À la fin de la déposition de Michel Martin, Sabine n'a qu'une question. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas assassiné? C'est Marc Dutroux qui répondra. Mais il n'a jamais été question pour moi de la liquider. On lui a mis ça dans la tête après sa sortie de la cache. Sabine conclut. Avec ces personnes-là, il ne faut s'attendre à aucune autre réponse. Avant de quitter le tribunal, Sabine est interpellée par Michel Martin qui souhaite lui demander pardon. La jeune femme de 16 ans refuse. Michel Martin fera de même avec Laetitia et obtiendra le même refus. Je ne veux pas écouter vos regrets, le mal est fait, il est trop tard. Dutroux a également tenté la carte des regrets et du pardon, mais il n'a pas été très convaincant. La cour décide d'emmener les jurés, les avocats, les témoins, les accusés à Marcinelle pour visiter la cache. Les preuves sont là. Tout ce que Sabine a écrit et ce que Laetitia a raconté se trouve ici. Et même un détail qui leur avait échappé. Sur l'un des petits murs de la cache, Julie a inscrit son nom. Lorsque Marc Dutroux croise Sabine et Laetitia, Sabine le traite de crapule. Les peines tombent au bout de 106 jours de procès. Le tribunal déclare qu'il n'y a pas de réseau pédophile dans cette affaire. Dutroux est condamné uniquement pour association de malfaiteurs, enlèvement, viol, séquestration, assassinat et meurtre. Pour Marc Dutroux, c'est la perpétuité, sans circonstances atténuantes. Pour Michel Martin, 30 ans. Elle est libérée en 2012 et après avoir fait un bref séjour dans un couvent, elle a trouvé refuge chez un ancien juge auprès duquel elle a fait des études de droit. Aujourd'hui, elle cherche activement du travail. Vous m'excuserez, mais les mots me manquent. Lelièvre, 25 ans. Nioul, 5 ans pour trafic, indique vol, mais rien concernant un certain réseau que Dutroux voulait absolument lui mettre sur le dos. Cela fait 25 ans que Marc Dutroux est incarcéré à la prison de Nivelles dans un isolement strict. Il est détenu dans 9 mètres carrés, fait ses promenades seul et n'a aucun contact avec les autres détenus. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des images de Dutroux en détention. Certains détenus ont des téléphones et postent les promenades de Marc Dutroux sur TikTok. Évidemment, voir un Dutroux qui s'amuse ravive la haine et agace franchement. Mais rappelons tout de même que la prison n'est ni l'hôtel, ni le Club Med, encore moins quand on est à l'isolement. Son avocat maître Bruno Daillet considère que Marc Dutroux est incarcéré dans des conditions inhumaines et qu'au-delà de 25 ans, on parle de condamnation à mort lente. Ce qui pour lui est le cas pour n'importe quel détenu mis à l'isolement pour lourde peine. N'oublions quand même pas que les experts psychiatres qualifient Dutroux de psychopathe et considèrent que les risques de récidive encore aujourd'hui sont trop élevés pour tenter une nouvelle libération. D'autant que dehors, Dutroux n'a rien. Les conditions juridiques belges dans le cadre des libérations ne sont pas réunies. Ces maisons ont été détruites. À Marcinelle, c'est un jardin mémoriel baptisé Entre terre et ciel. Il n'a pas d'argent, pas de famille, pas d'amis, rien. Il n'a aucun critère de réinsertion. Durant toutes ces années d'emprisonnement, Dutroux utilise son temps comme il peut. En 2012, nouvelle aberration, il a rédigé une lettre de 44 pages au père de Julie. En voici un extrait. Pensez-vous que j'ai eu tort de privilégier les fillettes en leur consacrant bien plus de temps que mes propres enfants? Parce que j'avais estimé notamment qu'il fallait qu'elles soient aussi souvent que possible en liberté dans la maison et qu'il leur fallait aussi du contact humain. On reconnaît bien là la capacité de Marc Dutroux à se victimiser. Pour préserver l'attrait envers la cache, elles ne pouvaient pas y jouer lorsque nous pouvions les occuper dans la maison. Jamais Julie et Mélissa n'ont été attachées. Je ne voulais en aucun cas que les petites puissent se sentir brimées, punies, abandonnées ou encore pire, emmurées vivantes. Je craignais aussi pour leur santé mentale, et j'ai été très surpris par la rapidité de leur adaptation à cette situation particulière. Sincèrement, quand on entend ces mots, on se demande vraiment ce qu'il espérait avec cette fameuse lettre. Depuis lors, l'affaire Dutroux a donné lieu à des réformes plutôt positives pour la Belgique. La gendarmerie disparaît définitivement. En 2001, la police est depuis réduite à 2 entités, locale et fédérale, pour une justice plus attentive aux victimes, plus transparente. En 1998, une loi retire au pouvoir politique les décisions de libération conditionnelle. Jean-Denis Lejeune, le père de Julie, a créé l'association Child Focus en 1998, qui vise à tout mettre en œuvre pour retrouver le plus rapidement
rapidement possible les enfants disparus et aider les enquêteurs. Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez toujours faire un don ou également vous renseigner sur les différentes actions. Vous trouverez évidemment un lien de leur site dans la description de cette vidéo. Laetitia vit toujours en Belgique. Elle est désormais mère de 4 enfants dont elle s'occupe à temps plein. Sabine, quant à elle, a écrit un livre qui est son ultime témoignage. Je vous mets le lien également du livre dans la description. J'ai voulu traiter cette histoire car je me souviens de ces années de terreur absolue en Belgique. Je me souviens des angoisses de ma mère et de mon père pour qui il était devenu quasiment impensable de me laisser sortir seule, même à 5 minutes de la maison. Ces angoisses, je les ressens à mon tour en tant que maman. Les gens de ma génération ont une véritable phobie de l'enlèvement depuis l'affaire du trou, parce que ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand. Je cite à nouveau Sabine Dardenne pour clore cette vidéo. On a toujours tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver au coin de la rue. Rien ne peut mettre un enfant à l'abri d'un salaud. Moi, j'allais bêtement à l'école. Je n'y suis jamais arrivée. Qui pouvait me prévenir de ça? Personne. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le slogan de la marche blanche était « Plus jamais ça ». Et j'ai vraiment tenu à faire cette première vidéo comme un devoir de mémoire et un hommage pour que les nouvelles générations et ceux qui s'informent via ce type de plateforme n'oublient jamais Julie, Mélissa, Anne et Effieux, Sabine et Laetitia.